Bonjour, bienvenue dans le cadre de notre cycle de formation concernant les dispenses de versement de précomptes professionnels. Je me présente, je m'appelle Hélène Rassard, je travaille comme juriste chez Fiabilis depuis presque 5 ans et on m'a donc demandé de présenter un module spécifique dans le cadre donc de ce cycle de formation. Il y aura donc 3 modules, un concernant le travail d'équipe et le travail de nuit, un module concernant les travaux immobiliers en équipe et sur place, celui qui nous concerne maintenant, et un module concernant la dispense pour recherche et développement. Ces 3 modules sont accessibles à tout moment via notre site internet fiabilis.be. Ce mécanisme de dispense partielle de versement de précompte professionnel, eh bien, c'est une mesure de soutien fiscal qui est en pleine expansion depuis moins de 10 ans en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, il y a 12 dispenses qui sont reconnues par le Code des impôts sur les revenus. Dispenses pour prestation d'heures supplémentaires, travail en équipe, de nuit. Il y a une dispense aussi spécifique à la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, il y a donc 142 000 sociétés qui ont bénéficié de dispenses en Belgique et ça représentait un budget total de 3,4 milliards d'euros. Ces dispenses, c'est un dispositif assez complexe. Pourquoi? Parce que c'est une législation qui est en évolution constante, qui est parfois ambiguë dans ses termes. Les interprétations du SPF Finance peuvent évoluer au fil du temps. L'interprétation parfois d'un inspecteur n'est pas celle d'un autre. Il y a aussi ce sont des dispositifs qui font appel à différentes législations. Il y a des conditions d'application qui relèvent de la législation fiscale, mais également parallèlement du droit du travail, du droit de la sécurité sociale. Par exemple, dans le module qui nous occupe, on va parler de la dispense pour prestation de travaux immobiliers. Cette notion de travail immobilier, eh bien, elle fait référence à la réglementation TVA. Les services de paix ne sont pas toujours spécialement à la pointe de la réglementation TVA. Si vous sollicitez par exemple une dispense pour prestation d'heures supplémentaires, il y a cette référence, il faut que le sursalaire qu'on paie soit conforme à la loi de 71, qui est la loi sur le travail, donc une loi bien spécifique au droit du travail. Eh bien, c'est important donc de manier toutes ces législations pour respecter les conditions d'application des dispenses. Parfois, on a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans les actions de contrôle. Ça peut parfois aussi mener à certaines instabilités juridiques. Et ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que la production de la preuve en matière de dispense, elle est à la charge exclusive de l'employeur. Donc, il incombe à l'employeur de vérifier si les conditions sont réunies. Ce n'est pas la responsabilité du secrétariat social, même si c'est le secrétariat social qui, au final, on va dire, calcule cette dispense. C'est en cas de contrôle, c'est l'employeur qui devra se justifier. En 2019, eh bien, 62% des demandes de dispense contrôlées ont fait l'objet d'une rectification. Donc on voit bien qu'il y a une majorité des dispenses demandées qui ne sont pas sécurisées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de faire ce cycle de formation pour attirer pour attirer l'attention des différents acteurs donc sur l'importance de sécuriser donc les demandes de dispense. En avril 2019, d'ailleurs, la Cour des comptes avait publié un rapport assez critique sur les actions d'évaluation et de contrôle des dispenses de précompte. Pourquoi? Parce qu'elle constatait déjà qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Notamment, aucun contrôle en 2018 n'avait été effectué concernant les dispenses pour recherche, développement et pour travail en équipe et de nuit, alors que ce sont deux dispenses qui, elles seules, représentent vraiment un budget considérable dans les dispenses annuelles. Et par ailleurs, la Cour des comptes pointait également de nombreux dysfonctionnements, des absences, pas d'objectifs mesurables, une instabilité juridique concernant certaines notions, voire des difficultés d'interpréter les textes de façon univoque. C'est donc dans ce cadre que les autorités fédérales ont décidé de prendre des mesures. On constate depuis 2019 une recrudescence et une professionnalisation des contrôles qui sont menés sur les dispenses de précompte historiques. Et encore ici récemment, en février 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre d'un un projet pilote qui viserait justement à assurer un contrôle et un suivi plus régulier de ces mesures de dispense. Donc, c'est clair et net, la clé pour l'avenir, c'est de sécuriser les demandes de dispense de précompte professionnel.
Comme on vous l'a dit, donc ici, moi je vais vous parler plus spécifiquement de la dispense de versement de précompte pour travaux immobiliers effectués en équipe et sur place. Quelles sont les conditions donc, pour pouvoir solliciter cette dispense? C'est une dispense en fait qui peut s'appliquer aux rémunérations qui sont versées depuis le 1er janvier 2018. C'est une dispense donc qui est relativement récente. On en parle à l'article 275, cinquièmement, du Code des impôts sur les revenus. Donc, c'est le même article que la dispense pour travail en équipe classique, mais ici, on a étendu cette notion d'équipe. Et donc, qui peut solliciter la dispense? Eh bien, ce sont les entreprises où des travailleurs effectuent sur place. C'est cette notion donc de chantier, puisqu'on parle parfois de la dispense chantier. Donc les travailleurs effectuent sur place et en équipe. Quelle est cette notion d'équipe ici? Il faut un travail effectué en une ou plusieurs équipes qui comprennent 2 personnes au moins. On ne tiendra pas compte ici des étudiants et des apprentis dans la formation des équipes. Et ces 2 personnes doivent effectuer le même travail ou un travail complémentaire, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur. Donc ici, on n'a plus besoin d'équipes successives. À partir du moment où on aura 2 personnes qui effectuent un travail complémentaire, même sans succession, on a bien une équipe au sens de cette dispense. Troisième condition, donc on a dit il faut qu'on ait une équipe sur place, mais il faut que cette équipe effectue des travaux immobiliers. Les travaux immobiliers, eh bien, on fait référence à la réglementation TVA, et donc ce sont les travaux de construction, de transformation, d'achèvement, aménagement, réparation, entretien, nettoyage, démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, mais également toute opération qui comporte la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble, en manière telle qu'il devienne donc un immeuble également par incorporation. Donc une société qui fabrique, fournit et place des châssis, eh bien notre châssis est un bien meuble qui va devenir immeuble par incorporation. On parle donc de travaux immobiliers et on est donc c'est un travail qui peut être visé ici par cette dispense. Autre condition, pour que le travailleur soit éligible à la dispense, il faut qu'il ait une rémunération horaire minimum de 13,75 euros. Ça, c'est le montant qui est repris dans le Code des impôts sur les revenus, mais qui est indexé annuellement. Donc, c'est 13,99 euros en 2019, 14,19 euros en 2020 et 14,34 euros en 2021. Ici, peu importe que l'on verse ou pas une prime d'équipe, c'est cette condition de salaire horaire minimum qui est importante. Dernière condition, eh bien, il faut que nos travailleurs effectuent donc des travaux immobiliers en équipe, au minimum un tiers de leur temps durant le mois concerné. C'est ce qu'on appelle cette fameuse norme du tiers. Alors, cette norme du tiers, le SPF Finance a établi un FAQ pour expliquer ce que c'était, comment on la calculait. Il explique également qu'on peut choisir d'appliquer la norme du tiers sur base horaire ou sur base journalière, mais l'important c'est d'appliquer cette norme de façon cohérente. Donc on ne peut pas un mois calculer la norme du tiers sur base horaire, le mois suivant le faire sur base journalière pour optimiser la dispense. Donc toujours cette cohérence. Attention aussi qu'on a une jurisprudence relativement récente qui tend à plutôt pousser vers un calcul par heure. Il faut donc être prudent et bien se rappeler que de toute façon, le principe de cette norme du tiers, ce sera de pouvoir établir que les travailleurs ont presté au minimum un tiers de leur temps durant le mois concerné. Mais quand on met en place une dispense ou quand on se pose la question de la sécurisation, c'est important d'avoir une réflexion sur la manière dont on va calculer cette norme du tiers. À partir du moment où les conditions qu'on vient de préciser sont remplies, quel est le pourcentage alors de la dispense? Donc, pourcentage qu'on applique aux rémunérations imposables. On peut inclure ici uniquement les primes d'équipe ou les primes de nuit. Bien, ce pourcentage, il était de 3% en 2018, de 6% à partir du 1er janvier 2019 et depuis le 1er janvier 2020, il est de 18%. Donc, c'est un avantage pour l'employeur qui peut être important. On va vous montrer ça par un exemple. On a pris donc un ouvrier isolé qui a un salaire horaire brut de 16 euros. Son salaire en janvier 2021 pour des prestations complètes s'élèverait donc à 2634 euros. On déduit l'ONSS, on arrive à un imposable de 2262 euros sur lequel donc on devrait retenir un précompte de 444 euros.
Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la dispense, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'employeur va verser les 444 € à l'État. Donc, ces 444 €, c'est un acompte sur les impôts du travailleur. Si par contre on a un travailleur qui est éligible pour la dispense, eh bien dans ce cas-là, comment calcule-t-on cette dispense? Je vous ai dit donc en 2021, le pourcentage est de 18% qu'on applique sur l'imposable qui était de 2262 €. On arrive donc à une dispense qui s'élève à 407 €. Et donc dans ce cas, l'employeur, plutôt que de reverser à l'État 444 €, il n'en reverse que 37. Il y a donc cette aide, ce soutien de 407 € pour ce travailleur. Je rappelle bien que ça ne change par contre rien à la situation du travailleur qui percevra son salaire net normalement et il n'y aura pas d'impact sur les impôts du travailleur. Mais donc, vous voyez que cette mesure de dispense, ici pour uniquement un mois, pour un seul ouvrier, ça peut aller jusqu'à 407 €. Donc, l'important de bien calculer ces dispenses, mais de le faire de manière sécurisée, puisque si le montant est élevé, ça veut dire qu'en cas de contrôle, on peut également arriver à des montants importants de régularisation. Pour bien comprendre donc les finesses de cette dispense, on a décidé de prendre un cas pratique et de poser différentes questions relatives à ce cas pratique. Donc on a imaginé un groupe qu'on a appelé XYZ. C'est un groupe qui est spécialisé dans la vente de matériel de bricolage et qui a 30 implantations différentes. Donc il y a 29 magasins répartis partout en Belgique. Et le siège, la dernière entité, c'est le siège où on retrouve les bureaux administratifs, mais également le dépôt. C'est un groupe qui sous-traite peu et donc la société a ses propres équipes de nettoyage et ses équipes techniques et de maintenance. Les ouvriers de l'équipe de nettoyage et de l'équipe de maintenance, ils travaillent principalement par deux. Ils ont majoritairement un salaire horaire brut de 15 €. Ils sont rattachés administrativement au siège de la société, donc au lieu du dépôt, puisque c'est là qu'ils se retrouvent le matin, qu'ils rentrent le soir. Ce groupe XYZ, eh bien donc, il remplissait a priori les conditions. Il a donc sollicité la dispense de précompte pour travaux immobiliers en équipe et sur chantier pour tous ses ouvriers techniques et ses ouvriers de nettoyage. Il a sollicité la dispense en 2019 et en 2020 et un contrôle survient sur cette dispense en 2021. C'est là que l'inspecteur va mettre en lumière différentes problématiques qui n'avaient pas été prises en compte par la société XYZ et donc ils vont l'amener à se rendre compte des nuances et des finesses de cette dispense. Première problématique, ça va être le premier élément qu'un inspecteur va demander en cas de contrôle. Ok, comment pouvez-vous démontrer que vos travailleurs prestent en équipe de minimum 2 personnes et sur chantier? Est-ce que vous avez des pointages? Est-ce que vous avez des plannings? Si pas, quel est votre système de suivi de prestations? Est-ce que vous avez quelque chose d'informatisé? C'est vraiment important cette question parce que spontanément, on va d'abord sortir les pointages. Alors les pointages, ils permettent effectivement de démontrer que des travailleurs prestent en même temps, mais est-ce que ces pointages reprennent aussi le lieu de prestation? Comment peut-on savoir quelle est la mission concrète effectuée par des travailleurs ou, eh bien pour ça, il faut un suivi de prestation plus précis. Si on n'a pas de suivi de prestations informatisé, est-ce qu'on a des bons de prestation? Est-ce qu'on a d'autres documents qui seraient validés par le supérieur hiérarchique? Et surtout, est-ce qu'on conserve bien ces données? Puisque, on vous l'a dit, hein, vous pouvez avoir un contrôle quelques années plus tard. Donc, il faut pouvoir récupérer toutes ces données pour les années où la dispense a été sollicitée. On a en plus des questions plus pointues qui pourraient se poser. Imaginons que vous avez des pointages, mais l'inspecteur va constater par exemple que les travailleurs d'une même équipe ne commencent pas exactement au même moment. Est-ce que le fait d'avoir un horaire qui diffère légèrement a un impact sur la formation de l'équipe? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser au moment où on sollicite une dispense ou si on la sollicite déjà et qu'on veut sécuriser. C'est comment peut-on établir les éléments, les conditions d'application de cette dispense. Deuxième problématique qui va être mise en lumière par l'inspecteur, c'est toute cette notion de travail sur chantier, de travail sur place. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de travail effectué sur place? Que nous dit le SPF Finance? Il va nous dire un travail sur place, c'est un travail qui n'est pas effectué au lieu habituel d'occupation du travailleur.
Alors, est-ce que notre équipe technique, par exemple pour le groupe XYZ, qui est rattaché donc au dépôt, à l'entité, au siège administratif, eh bien, est-ce qu'elle effectue du coup un travail sur place lorsqu'elle repeint, par exemple, les murs du dépôt ou lorsqu'elle repeint les bureaux administratifs? Cette question donc du lieu habituel d'occupation, on l'avait posée au SPF Finance qui nous renvoie donc à la jurisprudence de la Cour européenne et qui nous dit en fait qu'il faut considérer que c'est le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, d'où il part pour ses missions, où il revient, où il reçoit ses instructions. Mais on verra que dans la pratique, ça n'est pas toujours aussi évident, et notamment quand on a par exemple une incohérence entre guillemets entre l'entité à laquelle le travailleur est rattaché administrativement et parallèlement ce lieu habituel d'occupation, donc ce lieu où il passe tous les jours. Donc cette notion aussi de chantier, de travail sur place peut donner lieu à différentes interprétations. Problématique 3, non des moindres, c'est toute cette notion de travaux immobiliers. Donc on vous l'a dit, notre groupe XYZ a sollicité pour ses équipes de maintenance et ses équipes de nettoyage en se disant ok, pas de souci, ce sont des travaux immobiliers. Alors première chose, les équipes de nettoyage, elles assurent effectivement chez YZ le nettoyage des sols, des fenêtres, du mobilier, mais pour entrer en considération pour la dispense, les travaux effectués doivent être de nature immobilière au sens de la législation TVA. Le nettoyage du mobilier, là, ne rentre pas dans ce cadre. Donc, que va demander légitimement l'inspecteur à la société lors d'un contrôle? Est-ce que vous pouvez établir que le personnel d'entretien effectue bien des travaux immobiliers pendant au minimum un tiers du temps? Et donc là va se poser la question, ok, comment peut-on établir que notre travail, enfin que notre équipe de nettoyage fait aussi bien des travaux immobiliers que des travaux mobiliers et dans quelle mesure elle effectue des travaux immobiliers. Donc ça, c'est par exemple une question à se poser lorsqu'on sollicite la dispense. L'équipe de maintenance également a, durant un mois, passé plusieurs jours à remplacer notamment toutes les ampoules des magasins par des lampes LED. L'inspecteur pointe ça du doigt. Est-ce que c'est un travail immobilier? Eh bien, en effet, si on se penche un peu sur la réglementation TVA, placer une installation électrique dans un bâtiment, c'est effectivement un travail immobilier, mais cette réglementation prévoit à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes. Donc le fait de remplacer des ampoules, ça n'est pas un travail immobilier au sens de la réglementation TVA. L'équipe d'entretien qui tond les pelouses autour des magasins, est-ce que là, on est en présence d'un travail immobilier? Eh bien, effectivement, oui, il y a pas mal de missions autour de l'entretien des parcs et jardins qui entrent en compte pour cette notion de travail immobilier. Pas tout, mais une majorité. Autre question de l'inspecteur, voilà, l'équipe technique, on constate que la dispense a été, en tout cas que des prestations ont été prises en compte dans le tiers-temps lorsque cette équipe a placé du tapis plein dans certains bureaux, tapis qui n'étaient pas collés, simplement posés. Est-ce que cette nuance peut avoir un impact sur la notion de travail immobilier? Eh bien oui, ça pourrait, tout comme en fait, si on suit cette réglementation TVA, il faut aller plus loin et se demander est-ce que ce tapis, est-ce que l'équipe a coupé le tapis sur place ou est-ce qu'elle a simplement dû le placer et il était prédécoupé à l'avance. Toutes ces petites nuances peuvent avoir un impact sur la notion de travail immobilier et donc en l'occurrence sur la dispense. Donc c'est vraiment important, surtout, j'ai envie de dire, si vous êtes un employeur dans le secteur de la construction, que vous avez deux maçons, il n'y aura pas de gros doute par rapport à la notion de travaux immobiliers. Mais par contre, si vous avez des ouvriers polyvalents ou des sociétés avec différentes activités, c'est vraiment important de bien cerner cette notion de travail immobilier pour solliciter à bon droit la dispense. Une problématique qui va être mise également en lumière par cet inspecteur, c'est tout ce qui concerne la formation des équipes. Donc on a par exemple une équipe qui est constituée de 2 ouvriers, et là on a un des rares ouvriers qui gagne 14 euros brut de l'heure, le second lui en gagne 15 euros. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur l'équipe? Est-ce que je peux quand même former une équipe avec ces deux travailleurs? Oui, effectivement. La seule chose, c'est que on ne pourra solliciter la dispense que pour le travailleur qui remplit la condition barémique. L'autre travailleur peut former l'équipe, mais par contre ne sera pas éligible à la dispense.
Dans le groupe XYZ, ils engagent aussi pas mal d'ouvriers, notamment d'étudiants, pardon, pour remplacer les ouvriers pendant les vacances. Ils travaillent aussi avec des apprentis en formation. Est-ce que ces étudiants, est-ce que ces apprentis peuvent entrer en compte pour déterminer l'équipe? Donc, c'est-à-dire que si au mois d'août, ben, on a un étudiant qui remplace l'ouvrier qui travaille avec un autre collègue ouvrier, est-ce qu'on pourra former une équipe avec ces deux personnes? Eh bien non, l'étudiant ne peut pas être pris en compte pour déterminer l'équipe, comme l'apprenti en formation ne peut pas non plus l'être. Par contre, imaginons qu'on ait une équipe formée par trois ouvriers et un étudiant. Dans ce cas-là, on a notre équipe puisqu'on a plus de deux personnes sans tenir compte de l'étudiant. Et là, si l'étudiant remplit les conditions, il pourrait par contre être éligible à la dispense. Donc il ne peut pas, l'étudiant ne peut pas être pris en compte pour former l'équipe, mais par contre, il pourrait dans certains cas être éligible à la dispense de précompte. Autre question également à se poser par ce groupe XYZ, finalement, il peut être amené à une réflexion qui se prépare à ce contrôle, peut-être avec un partenaire externe. Mais finalement, c'est toujours important de repasser en revue tout l'organigramme et de se dire, eh bien, est-ce que toutes les équipes ont bien été prises en compte? Parce que par exemple, dans ce groupe, on peut imaginer que la société vende des cuisines équipées. Eh bien, elle a une équipe spécifique, deux personnes qui sont dédiées à l'installation des cuisines chez ses clients. Et ils n'ont pas été pris en compte par la dispense, alors qu'ici, eh bien, on a deux personnes qui effectuent finalement des travaux immobiliers sur place et qui auraient pu être prises en compte, qui peuvent former une équipe. Donc c'est important aussi, dans le cadre de la préparation d'un contrôle, de bien repasser en revue tout le personnel, on va dire, pour être sûr qu'on ne demande pas la dispense pour des personnes pour qui on ne pourrait pas la solliciter, mais aussi parallèlement d'être sûr qu'on ne passe pas à côté d'équipes qui pourraient être éligibles à la dispense. Une autre problématique, ça c'est aussi quelque chose qu'on constate fréquemment dans les contrôles, pas encore dans les contrôles pour cette dispense spécifique, puisque on est au début des mesures de contrôle, mais pour le travail en équipe classique et le travail de nuit, c'est tout ce qui est spécifique à la norme du tiers-temps. Donc, par exemple, dans le groupe XYZ, on a un ouvrier d'équipe technique qui va être malade pendant une bonne partie du mois. Eh bien, est-ce qu'il pourra tout de même entrer en compte pour la dispense? Quel impact cela va-t-il avoir sur la règle du tiers-temps? Donc, comme on vous l'a dit, ben, c'est toute cette problématique de cette norme du tiers. Et dans le FAQ du SPF Finance, ils reprennent différents cas de figure. Si vous avez un ouvrier qui est malade, si vous avez un ouvrier qui entre en service au cours d'un mois. Mais ça reste assez théorique et c'est parfois moins évident à mettre dans la pratique. Mais donc ici, pour notre ouvrier qui est malade, mais la question qu'il va falloir se poser finalement, c'est est-ce qu'on peut établir que notre ouvrier qui est malade, il aurait presté des travaux immobiliers en équipe et sur chantier s'il n'avait pas été en incapacité? Et dans ce cas-là, c'est une nuance importante pour voir si on peut prendre donc ces jours de prestation ou pas dans le calcul de la norme du tiers. Donc, c'est toujours, il y a pas mal de cas de figure différents et donc il faut toujours être vigilant à faire ce calcul du tiers-temps de manière pas trop automatique parce qu'il y a pas mal de cas de figure spécifiques et en cas de contrôle, ce sera soulevé par un inspecteur. Autre chose, équipe d'entretien qui effectue différents travaux sur une journée. Donc il y a certains qui sont des travaux immobiliers, par exemple de la peinture, mais d'autres qui ne le seront pas. Si notre équipe d'entretien déménage des meubles, par exemple, on n'est plus dans le cadre de travaux immobiliers. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on prend cela en compte dans notre calcul du tiers-temps? Comme on vous l'a dit, cette norme du tiers peut être calculée sur base horaire, sur base journalière, mais toujours avec cette difficulté qu'au final, il faudra pouvoir prouver au moins un tiers des prestations. Eh bien, tout ça sont des difficultés donc on va rencontrer dans ce calcul de la norme du tiers. Autre condition, eh bien, dans ce groupe XYZ, on a sollicité la dispense pour un ouvrier qui percevait un salaire horaire de 14,15 € brut.
Donc l'inspecteur va soulever ce cas-là et l'employeur va essayer de se défendre en disant ok, mais il a une prime de fin d'année, des chèques repas, mais surtout c'est un travailleur qui a une prime d'assiduité parce qu'il connaît peu d'incapacité. Eh bien, est-ce que cela peut rentrer en compte pour ce barème? Non, l'inspecteur va dire il faut s'en tenir au barème à 14,19 € sans tenir compte des primes extérieures. Donc en l'occurrence, ici, l'ouvrier n'aurait pas pu bénéficier de la dispense de précompte. Voilà donc le contrôle, on va dire, de notre société XYZ qui est terminé. On voit donc l'importance de bien se préparer à un contrôle ou en tout cas d'essayer au moment où on sollicite une dispense, de bien la sécuriser. Eh bien, nous, à quoi veille-t-on? À quoi veille Fiabilis lorsqu'il aide un client à se préparer pour un contrôle ou tout simplement lorsqu'il assiste un client pour l'implémentation de la dispense? Comme on vous l'a dit, une première chose très importante, c'est la preuve. Est-ce qu'on a effectivement tous les éléments qui permettent de prouver la réalité des travaux immobiliers en équipe et sur chantier? C'est essentiel d'avoir un bon suivi de prestation et toujours de conserver les données au moins 5 ans en cas de contrôle, puisque la prescription est quinquennale en matière de dispense de précompte. Donc, on peut avoir des mauvaises surprises longtemps en arrière. À quoi va veiller aussi Fiabilis pour préparer ce contrôle? Mais il n'y a pas que la question de la preuve, il y a aussi toute une analyse sur le fond, une analyse du conseil sur l'implémentation de la dispense, sur la sécurisation de cette dispense si elle est déjà sollicitée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours important de bien comprendre cette notion de travail immobilier au sens de la législation TVA, surtout pour les travailleurs qui effectuent des missions de nature différente. Enfin, mais ce qui est important aussi quand on sollicite une dispense, c'est tout ce qui concerne les éléments de rémunération. Il faut vérifier en fait que tous les éléments de la paie à prendre en compte dans la base de la dispense le sont, qu'on en prend assez, mais qu'on n'en prend pas trop non plus. On constate souvent des erreurs dans le calcul de la dispense. C'est souvent dû en fait à une automatisation des salaires. Donc il suffit qu'un mauvais code soit impliqué dans le calcul d'une dispense, eh bien ça peut avoir des conséquences importantes. Donc quand Fiabilis prépare un contrôle, eh bien, on refait le calcul, le brut net, on recalcule la dispense aussi, puisque même si la dispense est sollicitée à bon droit, on peut aussi avoir des éléments qui peuvent poser problème au moment vraiment de chiffrer cette dispense, ou parfois on peut avoir des bonnes surprises aussi et se rendre compte qu'il y a moyen d'optimiser sur certains points la dispense, enfin le montant en tout cas de la dispense sollicitée. Enfin, c'est toujours important pour se préparer au mieux à un contrôle, d'avoir tous les bons documents, les plannings, les pointages, les fiches de paie, le contrat de travail, donc tous les documents qui permettront, en cas de contrôle, de se justifier au mieux. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire à propos de cette dispense pour travaux immobiliers en équipe et sur place. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser via donc, notre site fiabilis.be et je vous rappelle également que les deux autres modules de formation sont aussi disponibles à tout moment via le même site. Voilà, je vous remercie en tout cas.